Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone et française de Radio Bandiranera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre pour une émission consacrée à la dernière livraison et levée du numéro d'éléments, le numéro 146. Vous venez d'entendre avec moi pour cette heure et demie le camarade PGL. Bonsoir. Bonsoir. Face à lui, le sémillant et déjà affûté Maurice Gendre. Bonsoir. Bonsoir. Et nos désormais célèbres deux compères de la rédaction d'Éléments, Patrick, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Pascal et Céric, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors, on a reçu cette nouvelle production élémentesque qui traite dans son dossier d'un sujet qui fait grand bruit, dont on a déjà d'ailleurs parlé avec Maurice à plusieurs reprises dans des panoramas actus sur cette antenne, qui est finalement la question de la fin de la souveraineté qui est posée par le traité, comment va-t-on l'appeler dans sa formule la plus complète, donc c'est le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance. Voilà, autrement appelé le traité budgétaire européen. Après affublé d'un certain nombre de sobriquets en fonction des familles politiques, fil à la patte, Merkozy, Mercoland. Oui, voilà, il a vraiment tous les qualificatifs. Donc, alors il n'y a absolument pas que ça dans ce numéro 146, il y a beaucoup de choses dont nous allons également parler, mais on va ouvrir quand même nos débats sur cette affaire-là, en vous demandant tout d'abord, messieurs, qu'est-ce qui a présidé à la constitution de ce dossier, pourquoi, avec qui, comment, etc. etc. Allons-y. Alors, cher Pascal. Oui, tout simplement. Tout simplement parce que ces deux traités, en fait, il faut parler de deux traités. Le premier, Maurice Legendre en a parlé, c'est le TESG. Le deuxième, c'est le MES. Sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier. Pourquoi on en parle? C'est l'actualité. Voilà. Et donc, on a voulu mettre l'éclairage sur l'entrée en vigueur de ces deux traités parce que ça marque à mon sens, à notre sens, un point historique important. C'est la fin. On a hésité dans le titre, on a mis la fin de la souveraineté, alors que si on voulait être plus précis, il aurait fallu écrire la fin des souverainetés européennes. C'est pas simplement la fin de la souveraineté française, c'est pas simplement ce cri souverainiste qu'on entend souvent. C'est la fin des souverainetés, du moins ce qu'il en restait. Oui, exactement. Malheureusement. Et l'impossibilité de battre monnaie, plus de souveraineté budgétaire. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle il fallait consacrer ce dossier et c'est la raison pour laquelle aussi on a fait appel à un juriste, Félix Morès, qui explique en fait toute la généalogie des traités européens, en partant depuis le départ. Et je crois que cet éclairage de Félix Morès, ces petites généalogies du pacte budgétaire européen, explique bien que finalement c'est ce qui vient de rentrer en vigueur depuis le 1er janvier, c'est la cerise sur le gâteau. Là, voilà, ça y est, c'est terminé. Enfin, ou autrement formulé, l'aboutissement d'un processus de guerre longue, on pourrait parler d'un véritable travail de pilonnage d'artillerie depuis déjà des années. Qui n'est pas encore terminé d'ailleurs. Maurice, allez-y, si c'est pas terminé. L'étape supplémentaire, c'est supplémentaire et suivante, c'est l'union bancaire. Qui est déjà d'ailleurs qui est déjà dans les starting blocks, dans les colonnes, dans les discussions. C'est la logique des choses. Et après évidemment un gouvernement économique supranational. Voilà. Mais disons que l'union bancaire c'est l'étape supplémentaire, l'étape suivante. Pardonnez-moi. Les deux, les deux en fait. Oui, les deux. On peut voir ça comme une surdose de notre point de vue. Alors donc votre éminent juriste s'est attelé donc à cette généalogie des traités. On le remercie d'ailleurs parce qu'il a rendu cela intelligible.
Parce que finalement, la première des dangerosités des traités européens, c'est que le citoyen européen et dans notre cas plus particulièrement français, n'y comprend rien. Oui. Et il explique que c'est tout à fait voulu. Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a vu, je crois, déjà à l'époque de Maastricht, il y avait eu des débats sur la possibilité de comprendre ou pas les documents qui avaient été envoyés aux Français. Il me semble qu'il y avait eu un envoi massif. On nous donnait les documents en pâture, à charge de comprendre, défi de comprendre. Ouais. Oui, Patrick. Sur la compréhension, c'est que depuis 2005, depuis le référendum, il y a heureusement quelques souris qui grippent un peu la machine, et on a pu voir le travail qu'avait fait quelqu'un comme Étienne Chouard qui avait dit mais vous comprenez pas ce qu'il y a dans ce traité. Il a dit ok, on va prendre article par article, et ça maintenant on s'aperçoit que sur internet il y a des gens, effectivement Félix Morès en fait partie, ce sont des gens qui commencent à prendre exactement tous les traités, et on reprend même les anciens traités. Vous avez vu pour le traité de l'Élysée, là il y a des gens qui commencent à dire mais on va regarder exactement ce qui a été marqué. Et je crois que ça, c'est le travail remarquable que Félix Morès a fait dans son article. C'est très pédagogique, parce qu'il explique que depuis le départ, et surtout au moment de la création de la CE, il y a beaucoup d'experts de l'époque qui expliquaient qu'il y avait un peu trop de démocratie après la guerre dans nos pays. Donc les hommes politiques qui passaient trop de temps dans la vie politique et le social, il fallait voter, les budgets, etc. Et l'Europe a été là pour libérer ces politiques de certaines décisions et de mettre en place des mécanismes et des réglementations automatiques. Et ça c'est dès le début de l'Europe qu'on a vu se mettre ça en place, qui leur a permis, ces mécanismes de la CE, ils ont été inspirés, lui il explique très bien, par les Allemands. C'est un système qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un système complètement libéral, mais il appelle ça, et j'aime beaucoup ce mot, ordolibéral, qui a été mis en place, et c'est pour l'expliquer. Peut-être la vraie nature du libéralisme, oui. Alors, comme totalitarisme soft. Si certains n'ont jamais entendu, c'est une variante du libéralisme avec une intervention de l'État qui garantit juridiquement une compétition libre, d'où une réglementation importante qui est mise en place par l'Europe. Et ça, l'Allemagne dès 1945 l'avait mise en place. Et c'est pour ça que souvent les Anglais sont agacés par l'Europe, parce qu'on leur met un tas de réglementations, et eux, en tant que bons libéraux, où l'État n'est pas là pour s'occuper des raisons économiques, ils sont rarement d'accord. Donc il y a vraiment là-dessus un système allemand qui s'est mis, et on le trouve, il explique très bien, dès la CE, on met en place ce système. Et en discutant avec Pascal, moi je donnais cette image, l'Europe de Bruxelles, c'est un peu comme une montre Swatch, c'est-à-dire que vous pouvez changer à la rigueur le bracelet, oui. Mais tout est compacté, vous ne pouvez pas changer ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez rajouter quelque chose, mais il n'est pas question de changer quoi que ce soit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on rajoute à chaque fois de la réglementation. C'est totalement irréformable. Voilà, c'est un encapsulage complet. Pour vous dire, le pacte budgétaire, ça c'est l'avantage d'Internet. On a des discussions avec des gens qui s'intéressent à ça, et beaucoup de gens disent mais le pacte budgétaire, toute la réglementation qu'on vient de voter est déjà mise en place depuis très longtemps. En fait, on l'inscrit dans le marbre, mais elle est déjà en place. Donc que vous la votiez ou pas, de toute façon, le système est déjà. Donc on ne peut strictement rien changer. Vous savez, c'est comme une autoroute, si ça tourne à droite, vous pouvez changer de voiture, il faudra toujours tourner à droite. Donc ça, c'est toute l'absurdité de partis comme le Front de Gauche qui aujourd'hui décide de dire non, nous on va essayer de le changer à l'intérieur. Et là, on est dans l'incohérence totale au niveau de leur programme. Oui, ou dans l'enfumage. Ou dans l'enfumage conscient. Ouais, il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. En tout cas, tiens, Maurice, une petite question corrélée à ce que vient de dire notre ami PL. Est-ce que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase anglais, le TSCG ? Parce qu'on a entendu les propos de Cameron il y a quelques jours disant si je suis réélu, référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je crois que c'est plutôt en fait le vent du boulet de UKIP. D'accord. C'est les 16% d'intention de vote. C'est la pression intérieure plutôt que l'orientation générale. Je me trompe peut-être, mais c'est à mon avis les 16% d'intention de vote pour Farage et UKIP qui l'ont poussé à... Alors, c'était quand même très particulier parce que j'organiserai un référendum pendant la première moitié de mon prochain mandat si je suis réélu en 2015, donc entre 2015 et 2017.
Oui, on a le temps de voir. On a le temps de voir. Effectivement. Pour nos auditeurs, cher Maurice. Kingdom Independent Party. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on appellerait une forme de séparatisme à l'anglaise, quoi, de souverainisme à l'anglaise. Souverainisme britannique, un peu. Souverainisme britannique, ça ressemble à Dupont-Aignan. Europhobe, eurosceptique. Eurosceptique plutôt. Ouais, très, très arc-bouté sur la livre. Ouais. Ça a été d'abord leur premier cheval de bataille, d'ailleurs. Ils avaient lutté contre le SME à l'époque. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, le TSCG, effectivement, c'est juste la cerise. En fait, tout existait déjà à travers deux éléments dont j'avais déjà parlé à l'antenne, le 2-pack et le 6-pack. Le TSCG, en fait, n'est qu'une reprise de ces deux éléments-là. Alors évidemment, avec tout un carcan juridique autour, et on a mis des habits de droit pour formaliser tout ça, mais le fond était déjà là. On a juste mis la forme, en fait. Alors, Patrick, est-ce à dire que, ou Pascal également, est-ce à dire que finalement, l'Europe, c'est un peu une corde de taupe qui creuse, et finalement, quand le sol s'effondre, on dit, bah voilà, de toute façon, c'était pourri depuis longtemps. Il y a ce travail souterrain en amont pendant un long moment, on pose des décrets, on modifie des directives, et puis tout d'un coup, on regroupe tout ça dans un traité, alors. C'est le mode de fonctionnement, finalement. On enserre la proie avant de sauter dessus. En fait, ce pacte budgétaire s'inscrit dans une continuité que dès les années 80, donc il y a eu l'adoption de l'acte unique européen, il y a eu 86, et tout, en fait, c'est la transcription depuis ces années-là, la transcription du néolibéralisme dans les traités, voilà. Et on est dans le droit fil dans le droit fil finalement de ces années-là, quoi. Je voudrais faire un petit aparté, oui. Avec une nouveauté, parce qu'on parle du TESCG, on a raison. Il y a une nouveauté, enfin il y a le deuxième traité dont on parle un peu moins, qui est le MES, donc c'est le mécanisme européen de stabilité. Ouais. Et alors là, en revanche, il y a quand même quelques nouveautés, notamment dans son fonctionnement. Les membres sont les ministres des Affaires étrangères, des ministres des Finances, des gouvernants. Quand on commence à gratter un petit peu, c'est absolument incroyable le fonctionnement de cet organe. Ces locaux sont inviolables. Il ne peut être poursuivi juridiquement. Plus on découvre, plus on lit, c'est un organe hors sol. Il y a un dispositif d'effet de levier sur les marchés qui est absolument démentiel. Alors je ne sais plus de combien il est, mais c'est stratosphérique. Hein. C'est le plus gros effet de levier qu'on pourrait imaginer à l'échelle du continent, quoi. Donc là, en fait, c'est 700 milliards d'euros, soit 5 fois le budget annuel de l'Union européenne. Alors pour le coup, on va rentrer un peu dans les chiffres. Chaque pays membre va contribuer contribuer à ce capital à hauteur de son PIB. De toute façon, c'est irrévocable. Une fois qu'on a signé, on est obligé d'y contribuer. Voilà, on est lié. Donc, la France, elle y contribue pour 20%. L'Italie, donc 20% à peu près, hein, pour la France, ça fait 142 milliards. L'Italie, c'est 125 milliards. L'Espagne, bon, c'est dégressif, 83 milliards. Ce qui est incroyable, pour rejoindre Maurice Legendre, c'est que... Gendre, c'est que ce n'est pas comptabilisé comme dette. C'est-à-dire que les États contribuent à ce mécanisme, contribuent à cet organe, mais ces 120 milliards de dettes ne seront pas comptabilisés comme dettes.
Voilà, c'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire. Il y avait déjà un premier effet, c'était le FESF. Fonds européen de stabilité financière. En fait, le MES renforce le FESF. Alors c'est ça qui est extraordinaire en fait. On pose quoi là, Maurice, par cet intermédiaire-là, pardon. On pose finalement le premier bloc du gouvernement général européen. Ouais, du gouvernement budgétaire, du gouvernement économique et budgétaire. Mais je pense même que là, ça va au-delà de ça. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une plutocratie. Une oligarchie. Ça va même au-delà de l'oligarchie, puisque derrière le MES, effectivement, je crois qu'il n'y a pas la personnalité juridique. Je crois que c'est ça, en fait, toute la perversité. Je crois que ça n'a pas les attributs d'une personnalité juridique. Il est totalement indépendant du Parlement européen, des parlements nationaux. Donc on est presque dans ce qu'on appelle l'indépendance. Dans ce milieu-là, les banques centrales indépendantes. Pas tous en même temps, messieurs. On est presque dans ce qu'on appelle la cryptocratie. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, Patrick. J'abonde absolument. C'est que tout à l'heure, on disait qu'il était en apesanteur. C'est qu'il n'est relié à rien. Ni au Parlement. On pourrait se dire, bon, ils sont dans leur logique. Ce serait lié au Parlement européen, on comprendrait la logique. Là, pas du tout. Ou même en tutelle d'un commissaire dédié ou quelque chose dans ce genre. Hein. Ouais. Même pas. Le cas des archives, par exemple. Les archives du MES sont décrétées inviolables. Inviolables. On pourra pas les consulter. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. C'est Vladimir Boukowski qui comparait l'Union européenne à l'Union soviétique, dans un livre qui était sorti il y a quelques années. Votre futur, ça n'a pas marché. Ouais. Voilà, exactement. Oui, donc, c'est une phrase terrible, ça. Ouais. Et je crois que malheureusement, dans votre futur, ça n'a pas d'actualité avec une forme inédite et ô combien sûrement beaucoup plus efficace, malheureusement. Encore que on n'est jamais à l'abri de bonnes ou mauvaises surprises à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on est en train de voir une structure surplombante, totalement délégitimée, sans organes et procédures de contrôle de la part des peuples, pour peu qu'il en restait encore, et qui a sa propre logique, en tout cas qui opère pour une hyperclasse mondialisée et oligarchique, quoi. Avec finalement l'effet le plus pervers qui est que nos concitoyens ne le savent pas. C'est quand même ça qui est extraordinaire, c'est que ça se passe dans la plus totale indifférence des peuples. Ce qui devient la variable d'ajustement d'ailleurs de ce système. Patrick ? Oui, surtout que là où il y a une sorte d'escroquerie, c'est d'avoir utilisé le mot d'Europe, parce que je dirais que le mot Europe, il est un peu similaire à la mondialisation. On nous avait... Pendant l'année 2012, on a eu une pléthore de livres sur la mondialisation, les politiques, les économistes, les historiens. Mais en règle générale, tous ces livres vous parlent que d'une chose, c'est de l'Europe et de l'Occident. Et c'est normal parce que la mondialisation est une invention européenne. Parce que quand on fait le tour du reste du monde, le Japon, la Chine, l'Inde, le Brésil, ils ont des systèmes de protection, ils ont des frontières, ils se battent, et ils sont forts, ils sont dans une compétition. Les seuls qui ont entièrement ouvert le système, c'est l'Europe. Et met en place la mondialisation. Mais la mondialisation est égale à l'Europe à ce niveau-là, quoi. C'est exactement la même chose. Européenne. L'Union européenne. Pas ce que nous entendons par notre chère Europe. Je le défends toujours, hein. Mais c'est ce que et je crois que dans le dossier c'est assez bien expliqué ce qui est appelé, il y a une expression qu'ils appellent le consensus de Washington, qui désigne les principes qui ont servi à mettre en place des organisations comme le FMI ou la Banque mondiale. Et c'est vrai que dans un des papiers, ils disent il y a 4 formules. Hein. C'est d'abord la libéralisation, 2 la privatisation, 3 l'ouverture extérieure, et 4 la bonne gouvernance. C'est-à-dire ça, ce sont le travail que le FMI a fait dans les pays pauvres, dans les pays, et on a vu les résultats. Formidable, hein. Ça a été incroyable. C'est toujours un garant de bon fonctionnement derrière. Le pacte budgétaire est quasiment, c'est l'organisation du FMI à un niveau européen. On est exactement dans les mêmes principes et on impose des règles. On a imposé des règles à ces pays du tiers-monde et aujourd'hui on les impose aux pays européens. Voilà, c'est exactement la même chose. Notamment la conditionnalité. Donc, qui est à la base, qui est un principe de base du FMI et que l'on retrouve aujourd'hui sur ces mécanismes, enfin sur le MES et sur voilà, c'est c'est pas étonnant parce que
ce sont les hommes du FMI qui ont fait, qui sont à la manœuvre. C'est même culturellement tout à fait compréhensible. Ce sont les mêmes en fait. D'ailleurs, en parlant d'hommes, vous publiez une belle galerie de bobines sur une double page. On a pris la photo officielle des différents membres des banques, de la Banque de France, le la Banque allemande, BCE, le conseil de la BCE, et on a été faire une petite recherche toute simple. On n'a pas. Avec 6 absents. Quand même, oui, il y a des absents dedans. Ça, c'était sur la photo. On a été chercher en fait leur CV à ces gens-là. Et on a quand même quasiment la moitié qui sont passés par un poste du FMI. C'est-à-dire que leur formation passe par là. Et c'était assez marrant. Donc on leur a fait des petites légendes. Il faut prendre une loupe pour pouvoir lire. Mais quasiment la moitié sont passés par le FMI. Puis après, on pourrait rentrer dans le complot. Il y en a certains qui sont la trilatérale. Mais enfin, là, on va pas rentrer là-dedans. Attention, le siècle, les Man Brothers. Le siècle, il n'y a que le français. Pascal, PGL. PGL, un ou deux exemples là pour nos auditeurs parmi les plus éloquents. Allez, le français. Donc, Christian Noyer, gouverneur de Banque de France, membre du club Le Siècle. Oui. Yves Mersch, allez, nos voisins, ancien gouverneur, Banque de Luxembourg, membre du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Vous ne connaissez pas ça? Moi j'aime beaucoup le polonais. Excusez-moi, Pascal. Je vous coupe la parole. Donc, Marek Belka, Banque nationale de Pologne, bien sûr, ancien responsable de la politique économique menée en Irak, à la suite donc de l'invasion. Il était sous commandement direct américain, lui. Un vrai sbire. Ancien directeur Europe du FMI et membre de la commission trilatérale. Ah, il est parfait, lui. Mugur Isarescu, gouverneur Banque nationale de Roumanie, ancien Premier ministre, membre de la commission trilatérale du Club de Rome. Voilà. Oui, bien. Des carrières. Maurice, comment est-ce que tu aurais quelques éclaircissements sur les outre on va dire le mimétisme entre les deux structures, voire les échanges de personnel. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des liens actifs? Il y a véritablement des commandements qui partent du FMI qui vont directement s'incarner sur ces structures nouvelles comme le MES. On est sur quel type de rapport alors? C'est plutôt la BCE qui me frappe avec Draghi, quoi. Ah oui, justement, je peux Draghi? Ça fait digrer parce que là c'est un grand moment. C'est un peu la caricature. Quoi, ancien vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs, ancien membre du conseil d'administration de plusieurs banques et sociétés, président de la section Europe à la commission trilatérale, membre du comité de direction du groupe de Bilderberg. Ah oui, mais lui, c'est le Armstrong, de la finance, lui. Dopé, multidopé. Oui. Et puis son compatriote Mario Monti, président du Conseil des ministres italiens, ancien conseiller international de Goldman Sachs, ancien président de la section Europe à la commission trilatérale, membre du comité de direction du groupe Bilderberg. Je crois qu'il a été aussi commissaire à la concurrence à une époque. C'est le grand chelem, là. Ouais, non, mais là, c'est le Tour de France, là. Il manque plus que le siècle, d'ailleurs. Oui. On reste très hexagonal, en fait, de compte. C'est un truc provincial. Voilà. On ne parle pas de la province. Les questions françaises, quoi. Je pense que Draghi, c'est vraiment un exemple, c'est tellement caricatural. C'est même pas la peine finalement de s'attarder trop sur lui, mais il a réussi en quelques mois finalement à faire pire que Bernanke à la Fed. C'est quand même invraisemblable. On pensait qu'après Greenspan, on se disait on pourra pas faire que Greenspan, mais si on a eu Bernanke, et puis à la BCE, on en finit presque par regretter Trichet, quoi. C'est invraisemblable, quoi. On finit presque par regretter Trichet, quoi. C'est énorme. C'est véritablement énorme. Est-ce qu'on sait quels sont, par exemple pour le MES, les premiers chantiers en cours, les premières directives annoncées et les premiers effets sur les peuples d'ailleurs? Alors, je crois que le MES, si je ne me trompe pas, il faut qu'il y ait un appel d'un État, c'est ça? Oui, c'est un appel à la rescousse en fait, c'est un appel à la rescousse. Donc on est potentiellement en mesure de voir à court terme Grèce, Portugal, Espagne, Irlande avoir recours à cette structure. Ouais, malheureusement. Alors, quand prenons un cas d'école qui est donc dans un avenir proche, imaginons que le Portugal fasse appel, qu'est-ce qui va se déclencher? Comment ça va fonctionner? Alors, de toute façon, il y aura encore des mesures d'ajustement structurel, je crois que c'est ça le principe. C'est simple. À partir de 0,5... C'est la méthode FMI, en fait. Ouais, c'est la même méthode. Donc, 0,5% de déficit
on déclenche automatiquement. Pour le coup, c'est automatique. Il n'y a même pas de délibération, etc., etc. C'est automatique. Pour les radars. Exactement. Et le pays en question doit régler. Il y a un ajustement macroéconomique structurel, c'est-à-dire qu'il doit régler. Alors, c'est 1/20 de son dépassement chaque année. D'accord. Oui, c'est ça. 1/20 de son sur le dépassement, il doit faire des économies. J'espère que je me fais bien comprendre. Des économies. Des ajustements structurels selon la formule consacrée. Exactement. Mais c'est automatique. C'est mais pour nous d'ailleurs, pour la France, l'an prochain c'est 85 milliards. Hein. Juste 85 milliards. Juste 85 milliards l'an prochain, c'est automatique. Donc, il va falloir que François Hollande, je ne sais pas comment il va les trouver d'ailleurs. Voilà. Donc, on est là. C'est qu'on est là, François. C'est quand même assez simple. Et c'est pour ça que le Flamby, là, notre ami Hollande, nous habille la politique de Tarlouse qui vont se marier, d'étrangers qui vont voter à droite à gauche, parce que tout ça, ça masque la terrible réalité. Aussi, un peu d'exotisme. On en parlait avec Maurice la dernière fois, puisqu'on avait des infos qui étaient concurrentes sur l'état de l'Élysée. Il y souffle un vrai vent de panique. Il paraît que au palais de l'Élysée, c'est véritablement la crise permanente pour essayer de trouver parce que vous croyez que des débuts. C'est pas la panique à Matignon avec les déclarations qui viennent. Non, il ne peut pas être paniqué, il est sous Tranxène, le Premier ministre. Ce qui est incroyable, on va nous accuser de paranoïa, mais enfin bon, tant pis, c'est pas bien grave. C'est que la guerre au Mali est déclenchée. Oui. Alors je ne sais plus si c'est ce qu'on appelle l'agenda politique. L'agenda politique. Je ne sais plus. Notre ami Francis Cousin, qui a publié sur le Scriptoblog entre autres, qui a été repris, un très bon article, oui. Alors je ne sais pas si ça relève de la coïncidence. Je ne sais plus si c'était 24 heures ou le jour même. Après donc la manifestation, le véritable raz-de-marée. Juste avant. Voilà, juste avant la grande manif pour le mariage pour tous, là. Contre le mariage homosexuel. On ne sait plus. On s'est aperçu qu'il y avait des islamistes qui avançaient vers le sud du Mali, c'est ça. Voilà. C'est pas nouveau. Juste 3 ans. Ce qui était arrivé, c'était une poignée de jours avant. Il y avait eu un accord. MEDEF, syndicat minoritaire, sans la signature de la CGT et de FO, il faut le signaler pour une fois, qui est une des plus grandes braderies sociales qu'on ait vues sur les travailleurs et les salariés français. C'est un accord complètement dément, qui a été complètement passé sous silence, et Sapin et Hollande ont expliqué qu'ils reprendraient quasiment mot pour mot le contenu de cet accord dans un futur projet de loi. Le MEDEF s'est déclaré content et ravi. En ce moment, Parisot, elle est contente. Elle obtient tout ce qu'elle veut et elle va pouvoir se marier bientôt en plus. Donc, c'est parfait. C'est une colosse de timbre. Bon, les gars, quand même. On appelle ça une colosse de timbre au MEDEF. Non. Et en plus, elle fait un poupouch. C'est ça qui est amusant. Elle change les statuts du MEDEF pour pouvoir se représenter. On est vraiment dans la totale. Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait un côté très technique quand on parlait de choses automatiques, mais il faut peut-être dire aux auditeurs ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des budgets, et ça va commencer maintenant, on ne pourra plus mettre en place, prendre des crédits pour mettre des nouvelles structures d'autoroutes, de trains, etc. C'est fini. Tout ça va être fini. C'est-à-dire que le budget va être quasiment automatique. Plus de politique d'investissement. Il n'y a plus de politique d'investissement du tout. On ne pourra même pas demander la permission. Alors, si on décide par exemple de faire une autoroute, etc., c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter les impôts et que les gens payent tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de faire payer ça pour les prochaines générations. C'est tout de suite. On sait par exemple qu'un pays comme l'Allemagne, là, depuis 10 ans, ne fait plus le moindre grand travaux, investissement, etc. dans sa structure. Il n'y a plus rien. Et en fait, les pays vont se retrouver dans ce système-là, ne pourront strictement plus rien faire. On se demande même à quoi va servir les députés, à part les lois sociétales qu'on va... la chambre d'enregistrement. Petit théâtre de boulevard. Petit godillot. Voilà, avec les prébendes de banquiers qui sont pillés, bien sûr. Je voudrais juste, parce que la fameuse société du spectacle. Tout à l'heure, en décrivant le mécanisme européen de stabilité, le MES, j'ai peut-être été imprécis. C'est le. Non. Oui, mais complétez, cher ami. Voilà, pour revenir, c'est pour bien. Pour visualiser la chose, c'est qu'aujourd'hui en France,
il y a un déficit public qui est autour de 90%. Et dans ce qu'on vient de signer, à partir de 60%, on commence, c'est déclenché. Le MES se déclenche. Donc on vient de signer quelque chose. C'est déjà, on a déjà déclenché le mécanisme. Et donc, dès l'an prochain, on va donc faire des économies sur le 20e des 30%. Le 20e annuel. Voilà, exactement. Donc Finalement, si, ça va être très pratique parce que les politiques hexagonaux pourront se défausser en disant mais c'est pas nous, c'est l'Europe. Hein. De toute façon, pour les socialistes français... Socialistes. Oui, mettez toutes les guillemets que vous voulez à socialistes. Hein. Il y a plus de socialistes dans ce studio que au gouvernement. C'est devenu une idéologie de substitution. 86, l'acte unique dont on parlait tout à l'heure, ça a été un bonheur pour les fusions-acquisitions. Voilà. Le traité de Maastricht. Et bien alors, toute la perversité consubstantielle à ce système, c'est que dès qu'il y a des manquements, des failles dans le système, et de toute façon, c'est fait pour être défaillant, on dit c'est parce que nous n'avons pas assez d'Europe. Il faut plus d'Europe. Donc on passe de... Voilà, on est dans une surenchère permanente. Donc on a le traité de Maastricht, après on a le traité d'Amsterdam, après on a, alors chronologiquement, si je dis pas de bêtises, on a le TCE, donc qui a été rejeté par les Français par référendum. Bon, c'est pas grave, on passe par la case... on réunit le Congrès, vous en avez pas voulu, c'est pas grave, vous aurez le traité de Lisbonne. Comme disait un type de chez Marianne, pour une fois assez drôle, vous avez pas voulu de la gélule, vous avez le suppositoire. Hein, c'est à peu près ça. Voilà. Donc vous avez le traité de Lisbonne et vous avez maintenant le TSCG. Voilà. Bon. Non mais on se fait souvent même, en tant que citoyen, on se fait avoir parce qu'à chaque fois qu'on vous présente un nouveau traité, on dit mais regardez, on a amélioré là tel et tel point qui allait pas du tout. Alors quand on regarde, objectivement, c'est vrai qu'ils améliorent et on se dit mais c'est mieux. Mais en fait, le mécanisme est toujours le même, donc on n'a pas le choix. Hein, y avait, c'est des correctifs imposés, quoi. Il y avait le professeur d'économie Étienne Chouard qui disait en fait, c'est comme une femme qui se ferait violer 3 fois par semaine, et on lui expliquerait, mais là, ça va être que 2 fois par semaine. Et on fait, ah ouais, c'est mieux. Mais en fait, on continue quand même à se faire violer. Et c'est ça, en fait, toute la mécanisme, elle est là. C'est un viol des peuples constant. On enlève petit à petit de la démocratie, tranquillement et sûrement, et on se fait avoir. Et c'est vrai que on a tous, même à un moment, on a toujours hésité à se dire oui, mais quand même, l'Europe, il y a des choses intéressantes, etc. On hésite toujours. Et en fait, il y a très peu de politique. Il y a très peu de partis politiques. C'est vrai. Beaucoup, mais il y a très peu de partis politiques, à part le Front National, qui, je trouve, commence à pas être très clair, à savoir est-ce qu'il veut sortir de l'euro, est-ce qu'il veut sortir de l'Europe, etc. C'est flottant. C'est quand même très... C'est un peu suicidaire pour un parti aujourd'hui de dire nous sortons complètement de l'Europe. Et pourtant, cette Europe, elle ne marche pas. On est quand même la seule zone du monde qui ne va pas faire de croissance. Il faut le faire une fois au pouvoir, voilà, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est clair. Oui, PGL, là, je pense qu'effectivement, un certain nombre de gens qu'on a pu croiser ces derniers temps n'ont pas compris ce débat, d'ailleurs, avec ce changement de Godille à mi-parcours de l'élection, enfin de la campagne présidentielle. C'est une grosse erreur politique, effectivement. Et si jamais le gouvernail arrive entre leurs mains, là, il faut sortir d'un coup sec et puis mesurer et construire sur l'Europe. Et ensuite, bon, il y a les Franco qui annoncent une sortie de l'UE. C'est l'UPR d'Asselineau et le Parti ouvrier indépendant de Chivardi et Gluckstein. Je crois que c'est les seuls. Il faut dire Chivardi. Je crois que ce sont les seuls qui proposent ça. C'est Chivardi au sud-ouest, Rugby. Oui, mais ceci dit, au niveau de l'opinion publique, il n'est pas impossible qu'on en arrive à un point où cette mesure deviendra largement populaire. Et demandée et attendue. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'article 50 du traité de Lisbonne qui permet à un État membre de quitter l'UE. Alors c'est ça qui est extrêmement... De la Constitution soviétique aussi. Voilà, c'est très très étrange. Et dans la Constitution américaine également. Oui. On y reviendra, Maurice. On laisse... Mais ça n'a pas été respecté. On a dit qu'on ferait une émission là-dessus, Maurice. On va travailler sur la sécession, le phénomène sécessionniste actuel aux États-Unis. Il y a des choses. Oui, Patrick. Il faut dire quand même que si la France quitte l'Europe, il n'y a plus d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont persuadés que le reste de l'Europe va continuer tranquillement sans la France. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on est obligé de remettre tout à plat. C'est en fait la politique de la chaise vide, voilà. Et en face l'Europe explose, et c'est le seul moyen pour changer les choses, c'est de partir, de dire on quitte
quitte la monnaie, la zone euro, on reprend une monnaie. C'est pas la première fois qu'il y a des changements de monnaie. Hein. On fait de la politique, on fait de la vraie politique à ce niveau-là. On en met enfin. Et là, forcément, les gens en face de nous vont être obligés de renégocier quelque chose. Finalement, Patrick ou Pascal, on comprend très bien pourquoi on a le petit Flamby à la présidence. C'est l'homme idéal pour faire passer tout ça. C'est l'homme lige. Il n'a pas les aspérités du Sarkozy. Il est plus lisse. Il a du talent, entendons-nous. Hein, il a du talent pour enrober. Sur l'esprit du temps. Non, mais et sur les circonstances aussi. Il a quand même. Il est normal. Non, il est pas normal. Il est pas normal. Ouais, il est assez filou parce que il nomme. c'est très présent au PS. Bernard Cazeneuve aux affaires européennes, qui a été contre le traité européen. Ouais. Et c'est ce même Cazeneuve qui va rassembler tous les députés pour voter le TSCG. Il a quand même c'est de la tactique à deux balles, la renardise, voilà. Mais c'est comme les couleuvres avalées par Montebourg. Il a eu un c'est même plus des couleuvres, c'est des boas d'ailleurs à ce niveau-là. À Montebourg, c'est même des tuyaux de pompiers. Hein. C'est des lancers à incendie qu'il a avalé l'ancien, hein, parce que l'impossibilité de la nationalisation des hauts fourneaux de Florange était inscrite dans le marbre du droit de l'UE, à travers l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui en fait coule dans le marbre le libre-échangisme, c'est-à-dire empêche toute politique protectionniste et toute politique de nationalisation. Donc il s'est mis dans un gouvernement qui a voté, qui soutient cette Union européenne-là, tout en défendant la démondialisation et le protectionnisme européen. Enfin, c'est une plaisanterie. Il n'était que de voir les propos des ouvriers belges de Mittal, dans les manifs il y a quelques jours, qui est monté en quart à des rassemblements, à des manifestations, tout en disant on y va pour montrer qu'on est vivant, mais on sait très bien que c'est cuit. C'est un mauvais jeu de mots pour les métallos, mais effectivement c'est cuit et recuit. Hein. Oui, Patrick. Oui, ce qui est marrant, je crois que c'était mardi dernier à la télévision, il y avait Emmanuel Todd qui nous parlait de son fameux principe de protectionnisme européen. Il n'y croit plus. Mais même à l'époque où il en parlait, il était impossible de proposer ça à l'Europe. C'est-à-dire que même des gens de bonne foi à l'époque, ils disaient on n'a qu'à proposer ça à l'Europe, mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est possible si tu commences à faire de la politique, si tu commences à... Non, pas dans le cadre de l'Europe. Ah oui, non, pas dans le cadre de l'Europe. L'article 63 du TFUE ne le permet pas. Ce qui permet de ne pas avoir, c'est pas un rapport de force. Les gens ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de bagarre. À chaque fois, on leur dit, non, ça, regardez, vous avez signé, voilà, dans le traité, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, si vous voulez, on peut négocier sur la couleur de la carrosserie de votre prochaine voiture. Mais ça s'arrêtera là. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, matou brillant. Voilà. Comme disait un vieux professeur de sciences politiques, vous choisissez la longueur de la chaîne qui vous relie à l'ensemble. Mais vous êtes toujours enchaîné. Oui, pour corroborer ce que disait Maurice à propos de comment s'appelle-t-il, du ministre de Monsieur Montebourg, hein. Monsieur Pulvar, ex-Monsieur Mais Pulvar. oui, Monsieur Feu Pulvar. Il y a eu des propositions intelligentes. Ah non, mais tout à fait. Ce qui était amusant, c'est le lapsus. J'en avais déjà parlé à ce micro. Du fait du carcan dans lequel il s'est enfermé en soutenant François Hollande. Ce qui était amusant, et j'en ai déjà parlé à ce micro, c'était le lapsus d'un journaliste de France Info qui a parlé du ministre du redressement progressif. C'est-à-dire que même les plus fins supporters de ce brave homme ont compris que ce serait très progressif. On s'est aperçu qu'il n'avait pas véritablement de colonne vertébrale. Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Pourquoi n'a-t-il pas... je ne me suis jamais fait d'illusions sur ce personnage, oui, ça ne nous étonne pas. Mais qu'il était beaucoup plus disert et beaucoup plus véhément contre la famille Peugeot, contre les Varins, plutôt que contre Ghosn. Alors que franchement, Ghosn est beaucoup plus critiquable. Oui, mais Peugeot, on a ressorti des vieux trucs, des sombres heures de notre histoire. C'est la technique. Pendant les sombres heures, je sais pas où il était, mais il n'était pas là de ce côté-là. Mais disons que c'est une tragédie. Est-ce qu'il dépend aussi une sorte de caution, volontaire ou pas?
Sans faire de la parano, on peut se poser la question. Ouais, En tout cas, bien de sûr. facto, Malheureusement, il joue ce rôle-là. c'est une vraie tragédie parce que derrière son échec, alors qu'il soit calculé, conscient, inconscient, volontaire ou pas, il y a les Le Jabi, il y a les Fralib, il y a les Ils ont gens manifesté il y a 2-3 jours. voilà, il y a les gens de PSA, il y a les gens de Renault, il y a les gens de Florange. C'est un désastre, quoi. Ouais, puis on c'est un peut désastre, continuer. un désastre social, une désindustrialisation Thompson, rampante. Thompson, ça n'arrête pas. Ça n'arrête Virgin. Virgin, les gens de Virgin. Régulier là sur son blog, c'est édifiant quoi. Alors, pour mémoire, le mois de décembre, 45 430 emplois détruits en France. Voilà. En un mois, ça donne une idée de ce qui peut tomber sur nos compatriotes. Alors, mon cher Pascal, cet article fort instructif est très clair sur la généalogie de ces traités, suivi de quoi dans le dossier? Il y a 2 articles d'Alain Benoît. Voilà. Je voulais Tu me coupes mes effets introductifs, Exactement. là ça va pas du tout. Voilà. Je voulais amener à la suite, justement. Exactement, donc c'est encadré par deux articles d'Alain de Benoît, avec tout à l'heure on en parlait d'ailleurs sur un article sur le mythe des marchés efficients, cette expression, les marchés efficients, voilà. Et il revient qui sur cette rejoint la notion. bonne gouvernance d'ailleurs, c'est- cette espèce, voilà. cette espèce de conduite automatique de la politique à laquelle, budgétaire. d'ailleurs, précisons-le, Élément avait consacré un dossier que nous pouvons que conseiller à nos auditeurs. Quoi. Oui, c'est vrai. Et Alain de Benoît ressort tout à l'heure on parlait de dette, ressort une phrase que là je viens de la lire, voilà, ça me brûle de la lire. Allons-y, on peut la citer. Ce ne sont pas les emprunteurs qui sont à l'origine de la dette, mais les prêteurs qui veulent placer leur excédent financier. Marx l'avait très bien vu, les riches adorent la dette publique. Voilà. Et, Qui de Marx- ce fait est totalement illégitime. Nous ne cessons de le répéter à cette antenne. La Ah ben dette voilà. est illégitime, ne la payez plus. Désobéissance civile. C'est parce que c'est votre endette-toi, enrichis-les. Ah oui, un des autocollants du MAS. Oui. Voilà, Ouais. m'a Oui, fait ça renvoie réagir. parfaitement à ça, Voilà, bien sûr. exactement. Ouais. Exactement. Donc, cet article est suivi d'un autre. Oui, il suffit d'un autre. Non, donc oui, c'est il tout est- un dossier. Hein, Non, mais je voilà. sais bien, c'est pour Il y a- ça il y a que tout un dossier. pour ça que j'aimerais qu'on brosse le dossier, voilà. Le premier article, c'est un point sur la crise. Où est-ce qu'on en est c'est un point, c'est factuel sur. Oui, c'est un article d'ailleurs qui réactualise un petit peu l'ouvrage qu'Alain Benoît avait lui-même consacré donc, à ces problématiques, Au bord du gouffre, qui est sorti aux éditions Crisis, si mes souvenirs sont bons, et qui là, une fois de plus, encore, nous pouvons que conseiller à nos auditeurs. Et donc sur l'ensemble de ce dossier, on a voulu, même si on avait déjà sorti un dossier, même s'il y avait eu ce livre d'Alain de Benoît sur Au bord du gouffre, etc., on a voulu y revenir parce que ça nous semble important, très important. Sincèrement, je pense que c'est malgré tout, ce qu'on a pu dire sur ça n'apporte, enfin les deux traités n'apportent rien de réellement nouveau. C'est quand même une date parce que voilà, ça y est, à partir de maintenant, symboliquement, on a franchi un cap. Et voilà la raison. C'est formalisé, mais c'est réalisé. Voilà, Ouais. exactement. Au sens où c'est palpable pour chacun d'entre nous. Effectivement. On va faire une petite pause musicale puisqu'on est arrivé à l'heure de la respiration musicale pour vous, chers auditeurs, et pour nous au petit verre d'eau, qui nous permet de reprendre nos esprits, avec une proposition de notre cher PGL. Alors on va appeler ça tourner de regard vers l'Est. du ska ukrainien, Cossack System. Cossack System, c'est le nom de Haïdamak. Alors c'est aussi, l'Ukraine est aussi un pays qui connaît des problèmes avec ses oligarchies, un petit peu différentes des nôtres, mais on est dans une logique presque similaire, à quelques détails près. Donc ce groupe fait partie de la nouvelle scène musicale ukrainophone, qui monte tout doucement, connaît un certain succès, notamment en Europe centrale. Nationaliste. Patriote. Pardon, Mais ça les empêche pas de les- jouer avec des formations ouvertement nationalistes comme Koumouznets, en bonne intelligence. Ça, c'est en Ukraine aussi. On a que la chape du politiquement correct est moins forte que chez nous. Et surtout, avec un showbiz qui est complètement aux ordres et totalement formaté. Donc, le morceau s'appelle d'ailleurs
Partia Sniperive, c'est-à-dire le parti des snipers, donc un parti tout à fait sympathique, qui s'adresse, là dans la chanson, pour les membres vérolés de la Rada de l'Assemblée ukrainienne, qu'on pourrait étendre et donc, le à un échelon de européen. Des snipers, c'est fumez-les tous. Exactement. Fumons-les tous. Qui disent d'ailleurs ouvertement, qui à mon avis, au rythme endiablé et enlevé. Ça passera pas devant les urnes, mais qu'est-ce que ça peut nous faire rire. Allez, on écoute tout de suite. Має для щастя поважну причину, але народ, що його обирає, такої причини для щастя немає. Партія снайперів, я віддаю свій голос за тебе. Партія снайперів, це те, що нам треба, те, що нам треба. Партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. Шановні пани депутати, мають на все спеціальні мандати. Мати мандати – це вигідна тема, от тільки народ вони мають окремо. Партія снайперів, я віддаю свій голос за тебе. Партія снайперів, це те, що нам треба, те, що нам треба. Партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. Немає підстави, всі ці підстави настільки вагомі, що мало кому крім міністра відомі. Партія снайперів, я віддаю свій голос за тебе. Партія снайперів, це те, що нам треба, те, що нам треба. Партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. Всі хочуть пити, всі хочуть їсти, хочуть розваг, задоволень та спочин, і тільки народ наш нічого не хоче. Те, що нам треба, партія снайперів, заради людей, заради прогресу. Партія снайперів, вона захистить мої інтереси. De retour après cette pause musicale enlevée et détonnante, nous revenons au micro pour terminer nos propos, nos échanges sur le dossier concernant le traité budgétaire européen, ses conséquences, les mises en place diverses et variées que nous avons évoquées dans le détail. Maurice, tu voulais rajouter quelque chose sur cette thématique ? Oui, alors... je me demande justement si le fameux accord dont on parlait juste avant l'interlude musicale, l'accord MEDEF syndicat minoritaire, là non plus en fait ne relève pas d'une simple coïncidence, je ne pense pas quoi. Alors je voulais juste donner 2-3 éléments aux auditeurs là-dessus. Alors c'est un accord qui va accentuer très fortement la flexibilité. La flexibilisation, ce qu'ils appellent la flexibilisation forcée. Alors sans la fameuse sécurité scandinave, dont on nous rebat les oreilles.
Oui, parce que par flexibilité, il faut entendre précarité. C'est juste ce qu'il faut entendre. Disparition du CDI. Voilà. Danger constant dans le travail. Voilà, tu parles d'or parce que le CDI de projet, c'était le nom, dont le MEDEF, que le MEDEF avait proposé, a quand même été recalé. Mais alors, ils ont trouvé une sorte de parade, un contrat intermittent, une sorte de contrat flexibilisé. Et ils appellent ça le CDI intérim. Bon, ça ressemble, c'est pas mal. Ça ressemble CDI, quand même. C'est des 2i, alors on va l'appeler comme ça. Ça ressemble quand même étrangement. Alors il y a d'autres petites merveilles là-dedans. Alors attends, parce que si on fait un peu d'explication, c'est le contrat à durée indéterminée, mais d'intérim. Voilà. C'est-à-dire on est indéterminé à court terme. Voilà. Elle est forte, la colleuse de timbre. Hein. Elle est forte, ça moi je te le dis. Surtout pour les salariés des petites entreprises. Oui. Toujours pareil, hein, il faut taper là dans la France qui travaille. Alors ensuite, l'accord prévoit que les salariés qui touchent à partir de 1 300 € net par mois pourront voir leur salaire baisser ou leurs horaires modifiés pendant 2 ans. C'est toujours le même discours. Alors ça, c'est le commentaire que j'ai retrouvé sur Internet. Si ça va mal, c'est la faute des salariés qui seraient trop payés. Par contre, bien sûr, une baisse temporaire des éventuels dividendes versés aux actionnaires. On va pas trop y penser. On va pas trop y penser. Et alors, il y a des choses vraiment très graves. Au-delà de ça, bon, déjà, ça, c'est pas mal. Mais il y aurait également des modifications au niveau des heures hebdomadaires, jusqu'à 8 fois par an. Un patron pourrait les modifier jusqu'à 8 fois par an. Il serait possible de remonter pour un préjudice au prud'homme uniquement jusqu'à 3 ans. Les faits qui remonteraient au-delà seraient prescrits. Donc, par exemple, pour les salaires impayés. En fait, on est dans la même démarche que le MES, quoi. Oui. L'oligarchie continue de bétonner autour d'elle et rend finalement impossible tout contrôle populaire. Voilà, exactement. Alors, quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas eu ses heures supplémentaires de régler, ou même qui aurait été victime de harcèlement au-delà de 3 ans. Voilà, il suffit que le patron sache gondoler 3 ans et puis ça passe. Voilà. Et alors, il y a encore un autre élément, c'est la mobilité interne. Donc qui serait facilitée, donc soit pour favoriser les mini-jobs allemands ou ce qu'ils appellent les travailleurs indépendants type roumain ou polonais, et en cas de refus de la mobilité interne, alors pour des questions par exemple de distance pour des trajets ou d'horaire, en fait le salarié pourrait être licencié. Donc en fait on a facilité la mobilité interne, donc on a facilité la flexibilité. Alors, il faut entendre également par mobilité interne, ça a été un peu débattu, le fait que quand l'entreprise va mal, un cadre peut se retrouver à travailler comme employé et son salaire être aligné. Et avant, il avait des possibilités de recours arguant des missions prioritaires de son contrat de travail. Maintenant, c'est terminé. Tout ça est replié. C'est terminé, ouais. Flexibilisons, il reste à quelque chose. Décidément, sous ce vocable, on aura mis tout. Et surtout c'est l'inacceptable. Inventé par Véronique et Davina, la flexibilité, flexion, extension. Des souvenirs télévisuels inoubliables, mon cher. Inoubliables et pérennisés par le MEDEF. C'est génial. Patrick. Oui, juste quand même pour s'apercevoir que la CFDT a signé cet accord. Oui. C'est un syndicat qui était quand même plutôt une tradition un peu de gauche. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais très présent. Très présent au siècle, mon cher Patrick. Et il faut quand même dire que leur ancien secrétaire qui vient de partir, Chérec, vient d'être nommé président du think tank de Terra Nova. Et là, on retrouve exactement. Il devrait faire gaffe d'ailleurs, parce qu'on y meurt beaucoup, la présidence de Terra Nova. Oui, mais je crois pas qu'il fasse de jogging. Non, il n'est pas sportif. Il n'est pas sportif, etc. Il a rejoint l'IGAS aussi, je crois, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Ouais. Donc là, on voit bien le parcours. Tout est bouclé, et donc les gens qui se disent encore de gauche, je trouve ça incroyable qu'ils fassent encore confiance à ce syndicat comme au Parti Socialiste. C'est votre précédent dossier sur la gauche contre le peuple. Hein. Oui, on est complètement dedans. C'est vraiment contre le peuple. À ce niveau-là, c'est Terra Nova, on est la manifestation la plus prégnante, puisque c'est Terra Nova qui avait prophétisé avant, il y a 2 ans, la nécessité de quitter les rivages populaires pour embarquer une partie de la classe moyenne et des immigrés dans le vote. Voilà. L'avantage, c'est que comme c'est pas un parti politique, ils sont là simplement, ils font des constats. Voilà, c'est simplement, ils disaient au Parti Socialiste, si vous voulez gagner, il faut aller plutôt par là, et le Parti Socialiste va plutôt par là. Voilà, tout simplement. Et c'est très intéressant à lire. Je vous conseille d'aller de temps en temps les rapports de Terra Nova. Vous avez, comme ils font pas de diplomatie, que parfois, ils disent les choses clairement, ce qui va vous permettre ensuite de mieux comprendre peut-être la politique du Parti Socialiste d'ici quelques mois. Voilà. De toute façon, pour parler du PS, si on fait le résumé,
C'est Bernard Maris qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois, dans Plaidoyer impossible pour la gauche, pour la gauche ou pour le Parti socialiste. Pour le Parti socialiste. En fait, si on fait le résumé, Bérégovoy, entre 88 et 93, est celui qui a le plus dérégulé et déréglementé la finance en France. Delors est à l'origine de la Banque universelle en 84. L'acte unique en 86, c'était déjà, on était sous Mitterrand. Le tournant de la rigueur, 83-84, c'est Fabius et Delors. Les privatisations ont eu un coup d'accélérateur phénoménal sous Jospin entre 97 et 2002. C'est pour ça que je disais que Flamby est encore la personne, regardez par exemple le personnage idoine de la situation. Par exemple son crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est de l'ordre de 20 milliards si je ne dis pas de bêtises, est financé sur deux éléments, sur deux bases, la baisse des dépenses publiques et une hausse de la TVA. Très honnêtement, je ne comprends pas comment le milieu patronal se plaint du Parti Socialiste. C'est un sketch. Je veux dire, c'est leurs meilleurs alliés, c'est encore pire que l'UMP. Pour la galerie. Mais c'est pour la galerie, c'est encore pire que l'UMP. On remarquera qu'au-delà du théâtre, du petit théâtre télévisuel qu'ils nous proposent avec leurs fausses rodomontades, leurs dissensions de façade, rien dans la rue. Oui. Rien dans la rue. L'alliance PSA-Renault. Et hormis les quelques patrons qui se sont faussement rebellés en octobre-novembre, tout se passe très bien dans les instances patronales également. Enfin, je parle là des grands patrons. Les petits, c'est une autre affaire. Ils ont eu déjà à affronter la gronde de leurs employés au mois d'octobre-novembre pour la baisse des heures supplémentaires qui étaient plus défiscalisées. Et pour eux, ça commence à être difficile. Mais effectivement, là, on s'aperçoit que c'est quand même... il y a autant d'aspérité que sur une pince de surf en ce moment dans les négos. Il y a deux ouvrages importants qui sont sortis. Donc, il y a ce Plaidoyer impossible de Bernard Maris et le livre de Bertrand Roté, De l'abandon au mépris. Qui est également un ouvrage très important où il explique que l'européisme est devenu une idéologie de substitution avec l'antiracisme pour le Parti Socialiste. Et ce, depuis le tournant de la rigueur en 83-84. Oui, c'est une longue implantation. Alors, ce dossier est passionnant, dossier central d'éléments que vous pourrez retrouver dans le numéro 146, ne limite pas le numéro à une plongée en profondeur dans les mécanismes budgétaires européens, loin de là. Et Pascal, mon cher PGL, tu voulais revenir et porter quelques éclairages sur d'autres articles. Oui, c'est Pascal aussi, Cyril, qui va porter cet éclairage principal, mais je voulais évoquer l'entretien du trimestre avec un auteur que nous aimons beaucoup et qui a provoqué une polémique il y a quelques mois, à savoir le Catalan Jean Soler, et qui a consacré à la question ô combien lancinante du monothéisme, cher à pas mal de nos auditeurs fidèles et réguliers, une trilogie avec donc 3 ouvrages parus il y a quelques années, L'invention du monothéisme, La loi de Moïse et Vie et mort de la Bible. Et il a récidivé récemment, donc avec un petit ouvrage assez court, assez synthétique, qui s'intitule « Qui est Dieu ?» avec bien sûr un bon point d'interrogation. Donc Jean Soler est un agrégé de lettres, c'est un fervent défenseur des langues régionales, un bon catalan qu'il est. Il a surtout été longtemps diplomate en poste à Tel Aviv, donc il a été confronté aussi aux réalités de la société israélienne. Et à Téhéran et à Bruxelles également, donc carrière de diplomate, érudit, homme de réflexion, homme de débat et homme aussi de polémique, mon cher Pascal. Donc pouvez-vous revenir un petit peu sur le calendrier, le déroulé de cette polémique, les événements qui l'ont constitué et qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est sous-jacent cette polémique? Nous avons voulu interroger Jean Soler parce que il a été au centre d'une intense polémique lorsque Michel Onfray, dans l'hebdomadaire Le Point, en a fait le panégyrique. Tout simplement, Jean Soler, donc vous l'avez rappelé, c'est l'auteur donc de Qui est Dieu, qui analyse en fait analyse la polémique, l'éternelle polémique Athènes-Jérusalem, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est, il est plutôt du côté d'Athènes. Et donc, il y a eu un tir de barrage, enfin, il y a eu vraiment, un tir de barrage dans les médias où
d'ailleurs, ce qui est assez curieux, on a beaucoup accusé Michel Onfray de tous les maux. Il brûle quelques navires ces derniers temps. Oui. Hein, bon. Pas tant que ça, mais bon. Par rapport à. En tout cas, sur cette question-là. Pas tant que ça, quand même. Sur cette question-là, en tout cas, il a fait cause pour Jean Solaire, et donc à la fois Bernard-Henri Lévy, la règle du jeu, tout un certain nombre de philosophes ont appelé à boycotter Michel Onfray et Jean Solaire. Et autant Michel Onfray a été interrogé, autant Jean Solaire, personne n'avait songé à lui tendre un micro. Très peu, à part récemment Spectacle du Monde, et me semble-t-il, c'est tout. Pas assez médiatique, je pense, peut-être aussi. Oui, mais enfin, ce qu'il dit quand même de cette question-là est assez explosif. Donc, sur la violence monothéiste, sur toutes ces questions-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on lui a tendu donc le micro, et il faut dire que il en avait en tout cas envie, parce que je crois que il se je vais pas dire il se lâche, je vais dire il se confie, il se livre énormément dans cet entretien. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter, Jean Solaire pourquoi il y a des polémiques en ce moment, parce que il n'est pas le premier. Il y a quand même un mouvement chez les historiens en Israël et un peu partout dans le monde, etc., où on brise un tabou. C'est-à-dire que sur le monothéisme et sur les textes juifs et sur l'origine des juifs eux-mêmes, on commence à travailler sérieusement, alors qu'il y a une sorte de mythe, ce grand voyage, etc. Et tout. Personne ne remettait en cause, et même les historiens israéliens ne travaillaient pas là-dessus. Et depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, les historiens commencent à dire attendez, le peuple juif, c'est pas simplement ce qu'on trouve dans les textes sacrés. On parle il y a un moment, il y a invention. Voilà. Et Jean Solaire fait partie de ces gens où il dit tous les chercheurs en France que j'ai connus se disent oh ben non, mais moi je suis pas juif, je suis pas catholique, etc. et tout, je fais un travail objectif. En fin de compte, ils ne le font pas. Et lui, il dit clairement, il y a un moment, il faut mettre les pieds dans le plat sur tous ces problèmes-là. Et je pense que c'est la bonne période. Alors effectivement, on est encore... Disons que la polémique qu'il y a eu avec Michel Onfray, il y a 10-15 ans, elle n'aurait même pas eu lieu, parce qu'il n'y aurait pas eu ce genre de texte. Soyons clairs. Aujourd'hui, on peut commencer à voir, parce que les historiens, en Israël et un peu partout dans le monde, commencent à parler des origines du peuple juif et de l'histoire, et de travailler sérieusement. Sur le matériau, c'est-à-dire sur la Bible, sur l'archéologie, etc. Oui, mais ceci dit, Jean Solaire reprend aussi des thèses et des hypothèses qui ne sont pas vraiment nouvelles. Non, moi, je me souviens qu'Alain Benoît, même comment notre païen, avait évoqué justement les religions monothéistes et sémitiques comme matrice des systèmes de violence de type totalitaire. D'ailleurs, le Jean Solaire le dit carrément. On peut se souvenir aussi sur un mode plus littéraire de Pierre Gripari, qui dans son fameux Histoire du méchant Dieu, à l'âge d'homme, lui aussi avait avancé ses hypothèses. Et puis je crois que même ceux qui étudient sérieusement les totalitarismes du XXe siècle, que ce soit les totalitarismes communistes ou nationaux-socialistes, ne peuvent que convenir, et si on prend beaucoup de recul, que la genèse de ce système-là se trouve aussi ses sources dans une partie, oui, mais dans la vision du monde. Encore, je vais encore faire plein d'amis auprès de certains auditeurs, mais la vision du monde monothéiste, là. En tout cas, le concept même de vision unique. On est sur la généralité du monothéisme, mais là où Jean Solaire met le doigt où ça fait mal, et comme beaucoup d'historiens, mais c'est vrai que ces travaux ont maintenant quelques années, mais quand on vient expliquer clairement que maintenant on est presque sûr que ce qu'on appelle la branche askénaze des juifs, c'est pas des juifs qui sont venus, etc., qui ont voyagé, c'est qu'on pense qu'il y a énormément de gens qui se sont convertis à un moment au judaïsme. C'est une thèse déjà de Köstler, entre autres. Et c'est des thèses qu'on... 13e tribu. Voilà. C'est des romans. Et c'est des thèses qui commencent à revenir, qui font surface, qui commencent à être vulgarisées, etc., alors qu'avant, c'était vraiment entre historiens, et surtout, on le disait sur le bout des doigts, parce qu'il était hors de question de mettre en cause les textes religieux du
judaïsme, tout simplement. Non, mais c'est vrai que là, comme vous le dites tout à l'heure, le fait que quelqu'un comme Onfray, quand même d'assez médiatique, prenne Fétécos pour Jean Solaire, contribuer à populariser et à diffuser davantage cette thèse-là. Voilà. Qu'en pense... Juste terminer, contrairement à ce qu'on croit, c'est que ce genre de polémique et ce genre de débat en Israël est très fréquent. Il n'y a pas un tabou chez eux. Il y a plus un tabou presque dans la presse française. C'est un tabou en France, alors que chez eux, pas du tout. C'est très régulier parce que par exemple, l'UGIF, les historiens israéliens ont enquêté dessus. En France, non. À part Rachfus qui avait fait le travail à une époque et Vergès. Maître Vergès, c'est tout. En Israël, par contre, on en parlait depuis des décennies. Et qu'en pense le chrétien que vous êtes, Maurice ? Ah non, mais de toute façon, moi, ça ne me dérange pas. J'ai pas encore lu le livre de Solaire, je compte vraiment le faire. Et le chroniquer, donc ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Très volontiers. Sur Scripto, j'espère bien. Très volontiers. Moi, je me demande, enfin, dites-moi si je me trompe, mais je me demande si les soucis qu'il a eus, c'est pas plutôt lié à la comparaison qu'il a fait entre le système national-socialiste et notamment la figure autoritaire d'Hitler, et je crois qu'il fait une comparaison avec Yahvé comme Dieu vengeur et le judaïsme. Je crois qu'il fait cette comparaison-là dans l'ouvrage. Je me demande si c'est pas le premier à le faire. Voilà, c'est pas le premier qui l'a fait. Les Gripari, je sais que par exemple Radush Tonescu, alors je ne sais pas s'il a terminé son livre, mais il m'en avait parlé il y a 1 ou 2 ans. Il prépare un ouvrage là-dessus où il expliquait qu'en fait, c'est une sorte de grille de lecture un peu particulière. Pour lui, en fait, inconsciemment, Hitler voulait être le dieu des Juifs. Le dieu de substitution, une sorte de nouveau Yahvé, quoi. Non, mais il a substitué au peuple élu une race élue. Il avait un trop. Et voilà, mais c'est exactement ça. Les Juifs ont été victimes d'une sorte de meurtre juif. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce que disait Gripari. Ce que disait Gripari avait fait miroir, quelque part. Je me demande si c'est pas plutôt cette sortie-là qui lui a valu ses ennuis, en fait. Enfin, si je me trompe, dites-le moi, mais disons, vu de l'extérieur, comme je n'ai pas encore lu l'ouvrage, je pense que c'est ça, quoi. Il y a ça, oui, bien sûr. C'est clair qu'on était en termine. Oui, c'est certain. Alors, je pense qu'il se serait contenté de faire des critiques sur le christianisme et l'islam. Oui, mais en s'attaquant à la totalité du spectre, on fait un retour aux sources. Bravo, PGL, bravo. Retour aux sources, fallait la placer, celle-là. Qu'avons-nous d'autre, cher ami ? Il y a une petite marotte qui nous est chère à Pascal et moi. C'est une évocation d'un western européen tout à fait délectable, avec un revigorant article de Nicolas Gauthier sur le western Zapata, avec bien sûr les bobines de Ross Tiger et James Coburn dans Il était une fois la révolution du grand Sergio Leone, un des 3 Sergio dont nous reparlerons peut-être un jour. Bon, ça, comment dire, c'est une petite critique à faire à Patrick. Des débats là sur l'iconographie. Oui, sur l'iconographie, parce que Sergio Leone, on en parle beaucoup, on en parle énormément, et on ne parle pas assez des 2 autres, de Corbucci et Solim. Exactement. Mais il y a quand même des affiches d'autres films, en fait. Il fallait pour le lecteur qu'à partir du moment où on mettait le western zapatiste, il fallait qu'il ait une figure quand même en image, une image qui est connue, qui est quand même, il était une fois la révolution. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas la tronche inimitable de Thomas Milian, cubain préféré. Alors bien sûr, on a le plus grand acteur du monde. Cet article n'est pas là par hasard, c'est parce que l'un des grands films qui s'appelle Django, qui fait partie aussi de ces films-là, il y a un article de Michel Marmin là-dessus, avec la sortie du Tarantino, on a voulu quand même montrer, rappeler que avant Tarantino, il y a un cinéma qui existait à ce niveau-là. L'original vaut largement la séquelle. Ayant vu les deux, ayant vu récemment les deux. PGL, vous pouvez en dire un petit mot parce que vous avez vu les deux, donc. Enfin, tout le monde, enfin beaucoup de gens, j'espère, ont vu l'ancienne mouture. Moi, j'ai pas du tout vu celle de Tarantino. Vous m'avez conseillé de ne pas y aller. Moi, je ne suis pas allé, je vous rassure, par des moyens illicites, donc j'ai pu voir le film jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout. C'est long, c'est boursouflé.
Je n'ai jamais été un grand fan de Tarantino, mais c'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux. Puis alors, bien sûr, bon, je ne parle même pas de la lourdeur politiquement correcte qui nous est assénée, avec bon, tous les sous-entendus d'un chasseur de primes allemand presque en voie de rédemption, avec des évocations du Ring et de la légende des Nibelungen adaptée bon, à la quête un petit peu du héros positif de l'histoire. Hein. Donc, enfin, c'est d'une lourdeur vraiment insupportable, limité à l'insupportable, même si, bon, il y a toujours un certain brio bon, de la part Tarantino qui sait quand même tenir une caméra. Bon, les références sont toujours appuyées, trop lourdes. C'est vide, voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment le cinéaste le plus surestimé qui soit avec De Palma, pour des raisons différentes. De Palma se prend pour Hitchcock. Alors peut-être pour tenir une caméra, il est Hitchcock, mais il ne sera jamais raconté une histoire comme Hitchcock. Et si vous lisez la critique du Nouvel Obs, c'est un morceau d'anthologie. Hein. Dans le panégyrique, je crois qu'on a largement... Ah ouh là là. Tarantino, lui, en fait, bon, par exemple, je sais pas, on parle de gens comme Kurosawa, Orson Welles, Pasolini, les gens racontaient le monde. Lui, en fait, il raconte les films qu'il a regardés, quoi, qu'il a vus, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord, entièrement d'accord. Non, mais je crois que je me le type le plus si surestimé. c'est pas dans les critiques où on lui prête des intentions délirantes. Tarantino est je dirais, un fan de cinéma. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a un thème qui lui plaît, etc., il veut en faire un film. Mais il fait de la série B, mais de la vraie série B dans le sens où il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de message. Contrairement à la série B des années 70 italienne, où il y avait un message politique. Mais là, il y a plus de messages. Chez Tarantino, il n'y a pas de message, mais en même temps, il y a une conformation à Hollywood. Hein. C'est-à-dire, il est fan de cinéma, mais il va jamais déroger à la bien-pensance hollywoodienne. Il y avait les frères Weinstein derrière à une époque, je crois. Le but de Tarantino, c'est d'expliquer à Hollywood, attendez, moi, vu que Hollywood connaît pas ces films européens, parce que ce western européen a été quasiment, même s'ils ont pris tous des pseudos américains, à l'époque c'était la mode, les Italiens pour faire un western, ils se donnaient des noms de réalisateurs américains. Bob Robertson, voilà. Sergio Leone. Donc, ce qui fait que ce sont des films qu'il faut vraiment connaître, parce que pour trouver le bon réalisateur, etc., parfois ils étaient 2 ou 3, là-dessus c'est un vrai merdier. Mais c'était des cinéastes italiens qui faisaient ça pour l'argent, mais qui étaient très politiques. Oui. En règle générale, souvent de gauche, mais qui faisaient parfois des films qui étaient très réac. Là c'est le western, mais il y a aussi les polars, il y a les films d'horreur, etc. Et Tarantino, en fait, a repris ce genre-là, mais il lui a enlevé toute la substance politique du film. Comme le font souvent les Américains. Comme le font les Américains. Alors, il neutralise un phénomène. C'est très agréable à regarder, mais il n'y a rien dedans. Et en même temps, comme tu disais, Patrick, il neutralise le phénomène et il le rend présentable à Hollywood. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un sas de décompression, d'affadissement total. Pour le marché. Là, concernant le film Tarantino, dans la correction politique totale, hein, bon, c'est lourdement asséné. Ça a provoqué des tempêtes de verre d'eau outre-Atlantique, avec l'histoire des figurines qui ont été retirées de la vente, Spike Lee qui n'a pas été content, DiCaprio qui se plaignait d'avoir dû prononcer le mot nigger à plusieurs reprises dans ses dialogues, au Resco référence. En fait, c'est vraiment typiquement outre-Atlantique. Mais quand on voit la charge subversive, effectivement, des westerns italiens de l'époque, où aussi, on prenait... Keoma est un film... un western antiraciste aussi mais nous on dirait presque ethno-différentialiste. La charge n'était pas aussi lourde, et puis bon, aujourd'hui je crois que bon, d'une certaine manière, bon, c'était des westerns qui aussi seraient repris, même je crois qu'on peut se réapproprier certains points, même si des fois il y avait des outrances, mais tout à fait latines, typiquement italianissimes, mais c'était beaucoup plus subtil de certaine manière. C'est paradoxal de parler de subtilité pour le film, mais qu'aujourd'hui, bon, la manière qu'a adoptée avec Tarantino, bon, dans son Django à lui. Les italiens étaient engagés politiquement, mais en même temps, ils savaient prendre du recul. Pour les gens qui connaissent pas, Il était une fois la Révolution est assez typique, c'est-à-dire que vous avez affaire à 2 révolutionnaires. Il y en a un, le Mexicain, qui va devenir un héros, mais malgré lui, voilà, c'est malgré lui qui fait la révolution. C'est malgré lui. Au départ, c'est pas son but. Il est là simplement pour de l'argent. Et ça, c'est tout le cynisme de l'Europe vis-à-vis des idées politiques qu'on ne retrouve pas dans les films américains. Cynisme au sens classique. Cynisme au sens classique du terme. Hein. Pas le cynisme américain moderne. Pas le cynisme américain. Mais disons que c'est pas un film comme Il était une fois la Révolution est un film que les Américains ne peuvent pas comprendre. Hein, c'est impensable. Il n'est pas le seul. Bon, il y en a d'autres. Mais de toute façon, moi, ce que je propose en tout cas que nous revenions ultérieurement sur cette question. Nous voudrons même consacrer une émission. Regardez le bid de Brevard aux États-Unis. Hein. Voilà.
C'est un film dont notre ami... comment s'appelle cet acteur ? Mel Gibson a dit qu'il l'avait prioritairement fait pour les Européens. Il ne s'est pas trompé. C'est clair. En tout cas, Patrick, le mot de la fin, parce qu'après on a quelques chroniques. Pascal. Pascal, le mot de la fin, c'est que il va falloir consacrer une émission entière. Mais sur on va le faire. Parce que Sergio Leone, c'est une tendance, c'est pas la seule. C'était celui qui était le moins politisé. De l'autre côté, il y avait Sergio Solima, qui était quand même beaucoup plus à gauche, beaucoup plus engagé. D'ailleurs, je crois qu'il est repris sur les écrans, le Django, là, en ce moment, oui, sur les écrans parisiens. Il y a une version, je vous conseille, chez Westside, qui vient de ressortir en DVD, qui est magnifique et qui est peut-être dans les films zapatistes, Django qui n'est pas vraiment un film zapatiste. Non, mais qui est vraiment un pur chef-d'œuvre. Avec le regard bleuté de Franck Connet. Voilà. On va terminer. Un peu mieux que le Django, le regard du Django de Tarantino. C'est pas bien difficile. non, mais sur les westerns zapatistes, pour donner quelques titres, il y a El Chuncho. Je l'ai revu il y a 3 jours. C'est incomparable, quoi. Compañeros. Bien sûr, moi j'ai une tendresse particulière pour Colorado de Sergio Solima. Alors je l'ai revu en version intégrale. Bravo. Messieurs, ce n'est pas pour vous couper, mais, là vous êtes partis dans on va arrêter pour nos auditeurs, puis on reparlera de ça. Donc on va devoir l'éteindre provisoirement avant une émission consacrée pleinement à cette thématique. Exactement, avec Nicolas Gauthier peut-être, on essaiera de l'avoir. Qu'on fera venir très, très sympathiquement à ce micro. Alors, mon cher PGL, top chrono, comme on disait à l'époque, c'est parti. Aïe, pour les chroniques. Oui, tout à fait. Réveil. Bon, on a parlé du numéro d'éléments, je crois. On va pas y revenir. On en a dit 2-3 mots. Alors, notre ami Patrick Wagner vient de sortir le numéro 10 du dernier Livre Arbitre, donc, qui est une petite revue de littérature anticonformiste, dissidente et bien orientée, avec un dossier consacré à Vladimir Volkov. Donc intitulé Vladimir Volkov de ses 77 ans, avec de nombreuses signatures, de noms qui sont plus ou moins familiers de nos auditeurs. Je peux évoquer Alain Pocard de Paris, précisons, Philippe Dugue, Christopher Gérard, Pinatel, Francis Bergeron, etc. Donc et des plus moins connus, avec toujours aussi les chroniques habituelles et les recensions. Donc Livre Arbitre, numéro 10, hiver 2013. Oui, Pascal Il y a un très bel article d'un professeur d'université américain sur Vladimir Volkov, quand Vladimir Volkov était aux États-Unis. Exactement, oui. Et qui écrit finalement l'impossibilité pour Volkov d'être soi aux États-Unis. L'article est tout à fait intéressant et vraiment j'incite on parle beaucoup aussi de Lieutenant X, la série pour la jeunesse de Vladimir Volkov, qui a enchanté, je crois, pas mal d'entre nous. Patrick, je l'ai lu quand j'étais gamin. Voilà. Et le jour où j'ai su que Vladimir Volkov était à la tête de ça, ça a été un vrai bonheur. Moi, j'ai retrouvé il y a quelques jours une édition abrégée de Guerre et Paix en bibliothèque verte. C'était Vladimir Volkov qui avait fait aussi les coupures nécessaires, en tout cas. Également dans ce numéro, un entretien avec Xavier Aimant sur la Casapande et notamment le dernier ouvrage d'Ariano Tchanka qui a provoqué quelques polémiques tout à fait hexagonales. Dont je signale la venue en France le 9 février, un passage sur une petite radio concurrente, un Radio Courtoisie. Radio, je plaisante. Une séance de dédicace aussi. Une séance de dédicace chez Emmanuel Ratier, les flyers vont tourner. Et effectivement, il va aussi passer à ce micro. Voilà, donc il y a toute une actu sur Casapande en ce moment. Ensuite... D'ailleurs, Casapande est salué également dans la dernière livraison de Terre et Peuple Magazine. Il s'agit du numéro 54 daté du solstice d'hiver, avec un dossier copieux consacré à l'Empire, une notion qui nous est chère, à laquelle nous avons consacré déjà une émission et sur laquelle nous pourrons revenir. Notion ô combien polysémique. D'ailleurs, un article dans Exactement. Ce numéro. D'ailleurs, il faut rappeler que le MAS a désormais une tribune dans la revue, et c'est Jean-Louis Roumegas qui s'y est coltiné avec
un petit article intitulé La quête de l'identité. Donc il y a toujours les rubriques habituelles. Et ce dossier est tout à fait intéressant. Hein. Donc il remet en perspective cette notion d'empire. Bon, elle avait déjà été dans d'autres revues de la mouvance dite Nouvelle Droite, hein, pour la oui, mais, mais là, quand même, bon. Écorné ces derniers temps par l'Empire américain, par le bouquin de Soral sur l'Empire. C'est vrai qu'on emploie ce terme, voilà, pour désigner des notions rendu confuse, hein, rendu un peu équivoque. C'est celle de Géniodors. C'est-à-dire, mon cher Maurice lui, il faisait une différence, alors ce qu'il appelait, je crois, des éons, si je dis pas de bêtises, entre Babel, donc ce que nous on appellerait Babel, donc la stratégie impérialiste. Aujourd'hui, en gros, l'axe Washington, Tel Aviv, par exemple, ou Washington, Londres, Tel Aviv, comme vous voulez. Et puis, je crois qu'il parlait de Rome, mais au sens large, en fait. D'accord, en tout cas, il y a une bonne mise au point de Jean Audry sur les origines justement du concept d'empire. Pierre Vial revient sur l'empire médiéval, Gilles Galliès sur l'empire des Habsbourg, Gabriel Adolphi parle des notions d'empire et de fascisme comparées, et d'autres articles donc, de Willy Fraisan et Laurent Pérez-Albanel, un catalan qui parle d'une vision de l'empire justement par un catalan. D'autres articles aussi évoquent l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite depuis le début du XXe siècle, et ainsi que les recensions, comme je le disais, habituelles. Donc une revue à déguster, donc, comme il se doit, le Terre et Peuple magazine numéro 54 consacré à l'Empire. Deuxième revue que nous aimons énormément et bien oui, qui est proche du réseau Masse d'ailleurs. Bien sûr, c'est la revue Rébellion de nos camarades toulousains, donc le bimestriel de l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne, avec une couverture où on a assez de soumission. La liberté d'expression ne se demande pas, elle se prend. Donc on a dans cette livraison un entretien avec Arnaud Guyot-Janin, avec Javier Ruiz Portela, auteur d'un traité de dissidence magnifique. Je l'ai lu il y a un mois en Ukraine, et je ne l'avais pas lu en entier. Donc on revient sur la polémique de la Fermier. On revient aussi sur la notion de contre-culture, un article très intéressant sur cette notion de contre-culture. On revient un petit peu aux racines de ce phénomène. Un article qui était signé par David Lépée, qui est aussi un collaborateur et qui est devenu un collaborateur régulier d'Éléments. Et bien sûr, donc toutes les rubriques habituelles. Il y a Francis Cousin aussi, me semble-t-il, dans l'Union. Francis Cousin, oui, j'allais oublier notre ami Francis Cousin, à l'article duquel j'ai fait allusion tout à l'heure concernant l'affaire malienne, et publié notamment sur le Scriptoblog. Donc voilà, donc il s'agit du numéro 56 du bimestriel Rébellion, donc à mettre entre toutes les mains. Dernière revue, il s'agit du magazine des Amis de Jean Mabir, donc le numéro 37, qui revient sur une île que Maître Jean affectionnait par-dessus tout, c'est la Crète. La Crète qui a inspiré à la fois des ouvrages historiques, avec notamment la Crète tombeau des paras allemands, et surtout un roman, un de ses rares romans, avec celui qu'il avait signé sur les paras perdus, donc, qui a connu malheureusement un grand insuccès. Donc, évocation de la Crète, de cette île un peu magique, par diverses plumes, parmi lesquelles on peut noter notamment l'ami Georges Tétracol, Catherine Hentic-Mabir, bien sûr, et puis d'autres comme Jean Audry et Éric Lefebvre pour la partie militaire. Voilà, donc la revue du magazine, le magazine des Amis de Jean Mabir, numéro 37, sur la Crète. Enfin, un ouvrage qui fait parler de lui en ce moment. Dont on disait d'ailleurs hors micro que la campagne de promotion et de communication avait été excellemment bien orchestré. Voilà. Donc c'est l'ouvrage d'un journaliste lillois, je crois, d'origine, il s'appelle Laurent Oberton, La France de Lille, c'est ça? Il a fait le SJ Lille, alors oui, voilà, je ne sais pas. Bon, peu importe. Un ouvrage intitulé La France orange mécanique, sous-titré Nul n'est censé ignorer la réalité, aux éditions Ring. Donc là, il s'agit d'une évocation édifiante de ce qui est devenu notre pays, au niveau d'une insécurité qui n'est pas qu'un sentiment, mais une réalité vécue par des milliers de nos concitoyens, avec donc je pense qu'il faudrait conseiller la lecture de ce livre à tous les sociologues bourdivins. Je les appelle les bourdivins, type Loïc Vacan ou Mukieli aussi. En tout cas, il ne s'agit pas uniquement d'une compilation de faits divers, mais ces faits divers sont mis en perspective avec une plume acérée, préfacée par Xavier Hofer, et je crois que ce n'est pas des choses que nous découvrons, nous, malheureusement, autour de ce micro, mais malheureusement, c'est une piqûre de rappel qui fait mal.
mais qui a le mérite justement de faire passer ces réalités donc à un stade supérieur, de médiatisation, en tout cas espérons-le. Il a fait aussi, je crois, il a la couverture d'un récent numéro de Valeurs Actuelles. Et il a fait aussi quelques télés déjà, je crois. Chez Zemmour et Nolo. Et on espère que cet ouvrage va connaître un certain succès. En tout cas, il est relativement bien diffusé. J'étais donc dans la grande surface habituelle, si je puis dire. Donc, un ouvrage signé par Laurent Oberton, La France Orange Mécanique chez Ring. Oui, Patrick, une remarque. Dire quand même qu'il est en tête des ventes à peu près sur tous les gros sites. Ouais. Et qu'il y a quand même une page dedans qui explique, et ça devient rare, et en tout cas pour ce genre de livre, que les sociétés multiculturelles sont quand même beaucoup plus violentes que les sociétés homogènes. Il donne les chiffres, par exemple, du Japon, du Brésil, etc. Il faut le dire parce qu'on sait, mais dans un livre grand public, ça devient rare d'entendre des gens parler de ça. C'est ça qui rend ce livre particulièrement intéressant. En plus d'une belle plume, et d'un style direct et acéré. Et les chiffres à l'appui, c'est pas un délire de chez nous. Il est effectivement intéressant de dire que c'est pas quelqu'un de nos rives, dans l'absolu, d'une part, et d'autre part que la diffusion de cet ouvrage est très bonne. C'est-à-dire que vraiment on le trouve partout, très facilement. Ah oui, tapez ça dans un moteur de recherche, ça sort sur des milliers de pages, des dizaines de sites de vente, donc effectivement ça peut être encore une fois, une de ces fameuses passerelles littéraires qui permet d'ouvrir un certain nombre de perspectives, d'ouvrir très, très pragmatiquement les yeux de certains. Non, c'est un brise-muraille qui contribue à ébranler la muraille du politiquement correct et du conformisme. Et d'offrir un référentiel à tous les bénis oui-oui et les professionnels du monde bisounours. C'est un peu comme l'ouvrage de Tribala, Les yeux grands fermés, sur l'immigration. Voilà, c'est des ouvrages essentiels. Ou celui de Caldwell... une révolution sous nos yeux, je crois que voilà, c'était ça. Oui, même si l'ouvrage de Caldwell est équivoque, mais c'est vrai que voilà, effectivement. Alors justement, à ce niveau-là, on peut parler aussi, évoquer un ouvrage de science-fiction, un ouvrage francophone signé par un auteur suisse qui s'appelle Georges Panchard, qui s'intitule Heptagone. En fait, Heptagone est la séquelle d'un roman précédent qui était sorti il y a quelques années, qui s'intitulait Forteresse, tous les deux publiés chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs et Domaine Gérard Klein, donc un des rares auteurs francophones à avoir été publié dans cette collection depuis très longtemps. Et là, il s'agit de l'évocation d'une anticipation de nos sociétés dans quelques décennies, donc sur un mode un petit peu cyberpunk, d'anticipation, famille à certains auditeurs, où on décrit des États-Unis qui sont devenus une sorte de théocratie biblique, qui n'hésitait pas à pourchasser leurs opposants, un monde déchiré entre des méga-corporations qui s'affrontent militairement, avec des sociétés militaires privées, à une Union européenne qui a connu une guerre civile. Quand je dis une guerre civile, une guerre intérieure face à ces fondamentalistes musulmans, une Europe qui a mis fin à une certaine correction politique que nous connaissons trop bien. Donc en fait, c'est un ouvrage qui a été salué par la critique, même la critique la plus éloignée idéologiquement, qui était un petit peu gêné d'ailleurs, qui reconnaissait les mérites littéraires de l'ouvrage, tout en disant que quand même, sur le plan idéologique, on n'est pas forcément toujours d'accord. Donc un ouvrage vraiment, en plus l'intrigue est menée de main de maître, des destinées croisées, de personnages attachants, et surtout le dénouement du premier, Forteresse, est un modèle du genre. Donc Georges Panchard, Heptagone, chez Robert Laffont, Forteresse chez Robert Laffont, aussi disponible en livre de poche. Voilà, pour une modique somme. Donc un auteur à découvrir indéniablement, et qui nous changera un petit peu de Maurice Dantec. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Alors, Maurice, vraiment 30 secondes. Vous me pardonnerez un instant d'autopromotion, mais j'invite vraiment les auditeurs à aller sur Scriptoblog pour lire les 4 articles, qu'a écrit notre ami Thibaut Saint-Just sur la guerre cognitive. Remarquable. La guerre cognitive, les techniques de manipulation mentale et ce qu'on appelle, au sens plus large, les techniques de désinformation. Il y a d'ailleurs une chronique Petite histoire de la désinformation de Volkov. Il y a un article sur Iron Mountain. Un autre sur la doctrine Kitson, c'est essentiel. Et on fait un dernier sur Bernays. Très bien, écoute, on relaie cette information sur l'antenne et puis je pense qu'on va y revenir plus en détail dans une émission dédiée. Là aussi, on ne va pas se priver de travailler un peu sur cette thématique qui est de plus en plus prégnante. Très bien, je vous remercie tous. Merci, messieurs de la rédaction d'Éléments, de cet éclairage sur le numéro, je rappelle, 146, consacré dans son dossier central aux
pacte budgétaire européen, fin de la souveraineté. On peut même enlever point de l'interrogation et dire, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Pascal, d'ailleurs il n'y est pas, je l'ai mis tout seul, pour dire fin des souverainetés en Europe, effectivement. Donc achetez-le, lisez-le, éclairez-vous, informez-vous et reprenez au moins un peu de liberté intellectuelle. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission de Méridien Zéro consacrée à la sortie du dernier numéro d'Éléments. À la barre, Lord Tesla, à la technique, pardon, Lord Tesla, sans qui rien ne se ferait. Je vous salue, je vous souhaite une excellente soirée à tous et vous dis surtout à l'abordage et pas de quartier.